vraiment pour nous très important. Après ça, on nous avait mis un autre travail parce que Hambourg était détruit. On était dans on construisait une maison de préfabriqués. Moi, je travaillais dans l'installation hydraulique, oui, pour de l'eau. Oui, comment on dit? L'installation de l'eau pour les maisons préfabriquées. Avant, on portait de grandes plaques, par 4, parce que c'était d'énormes plaques, les préfabriqués, on apportait. Après, je travaillais dans la terre pour faire l'installation pour mettre de l'eau. On a chaque fois, je ne me rappelle même pas, chaque fois on avait une autre mission, un autre travail. On nous conduisait au travail et on nous ramenait. Souvent, on avait des travails qui étaient très intéressants. Une fois, on ne tombait pas intéressant parce qu'on avait un contact avec une bétonnière. Vous savez ce que c'est une bétonnière? Oui, oui. Et on mettait les sables, les graviers, tout ça avec le béton. On tournait. Et après, c'était un Français et un Italien qui travaillaient à ces machines. Et nous, notre mission était, on mettait des formes. Ça coulait cette masse pour faire des formes de grosses pierres. Je ne sais pas, ça a un nom spécial. Des pierres vides comme ça, vous savez. Des parpaings. Voilà. C'est ça, j'oublie toujours ce mot. Et ça, on retournait pour sécher, et avec ça, ils construisaient des maisons. Mais malheureusement, avec les Italiens ou Français, on ne pouvait pas parler parce que je ne savais pas un mot français ni italien, ni nous tous, et eux non plus. Mais là, c'était bien parce qu'on avait une soupe supplémentaire. Alors, ça nous plaisait, ce travail. Parce que les autres travails, on travaillait toute la journée sans manger. Seulement le soir, en rentrant, on nous donnait une soupe. Et ça durait encore un moment, pas longtemps. On travaillait pour ces maisons. Et quand je travaillais pour ces maisons préfabriquées, il y avait des Allemands qui travaillaient, des ingénieurs, des autres. Et les femmes allemandes amenaient des gamelles avec la nourriture pour leurs maris. Et moi, je les gardais comme une sauvage. Je ne me rendais pas compte avec une envie que lui, il mange et moi, je ne sais pas quoi manger. On avait une demi-heure d'arrêt de travail, je le gardais comme... Alors la femme, elle demande qui c'est? Je ne sais pas. Parce que l'allemand, il est passé un peu plus loin. Il m'appelle, il me pose des questions. Quoi, vous ne savez pas qui on est? Alors je racontais qu'on est des juifs, qui ont tué tous les juifs, qu'on veut supprimer, on veut liquider les juifs du monde entier. Hitler avec sa bombe nazie. Quoi? Elle a tellement, je ne me rends pas compte maintenant qu'est-ce que je racontais, mais elle a tellement pleuré parce que c'était frais. C'était encore à Auschwitz, il est quand dans la tête. Tout, on nous avait séparés de nos proches, mais c'est terrible tout ça. Elle a pleuré, elle ne veut pas, elle a eu peur de me donner quelque chose parce qu'ils n'ont pas eu droit. Alors l'autre, il est arrivé, l'allemand, alors je m'ai éloignée un peu. Mais l'allemand même, il y a un, c'était Wehrmacht, c'était pas SS, il m'avait dit à moi, parce que je comprenais un peu allemand, il m'avait dit qu'il aimerait bien jeter les carabines qu'il porte sur lui, il a honte, mais il est obligé. Mais la dame et la femme, elles ne savaient rien du tout. Je racontais. Nous, on ne sait rien, ils ne savaient rien, Même seulement qu'ils revenaient. Après ça, c'est pas fini pour moi. Et pour notre groupe de 500 personnes, on était à Sazel, c'était
pas les derniers camps. On croyait que c'est les derniers camps. Mais il faut nous évacuer de là aussi. Il ne faut pas. On a fait les marches de mort, comme on dit, mais nous, on n'a pas marché, on a eu la chance de ne pas marcher. Mais on était obligé de remplir les trains pleins des affaires comment on dit, les couvertures. Les couvertures, la nourriture, des caisses, tout remplir pour les Allemands, pour la route, parce qu'ils devaient s'éloigner de cet endroit plus loin. Et nous, on a donné un pain pour la route et on nous avait mis dans le train et on allait aussi va-et-vient, on ne savait pas où, on bombardait, on s'est arrêté, on a arrêté les trains parce qu'on ne pouvait pas passer, on changeait de direction plusieurs fois parce qu'on bombardait tout le temps et nous on voulait qu'on bombarde nous, mais ils ne voulaient pas nous bombarder. Je prends un peu d'eau, excusez-moi, ça me sèche la bouche. Et on nous amène dans le pire terrible comme Bergen-Belsen. Si vous avez entendu Bergen-Belsen, là, mais à mon avis là-bas, ce que je trouvais là-bas, c'était épouvantable. En rentrant déjà, on sort comme des bestiaux. Vite, il faut sortir. Et on rentre, on voit plein. On voit rien encore, mais plein de cadavres partout, que des cadavres, des montagnes de cadavres, qu'on n'a pas eu le temps de brûler, de ramasser, ni enterrer. Des montagnes de cadavres. Qu'est-ce qu'on voit? On nous avait amenés là-bas pour devenir aussi des cadavres, pour devenir pareil. Les gens, pour mourir, on ne donnait rien à manger. On était là-bas. On nous avait amenés dans un baraque bien même. Le baraque était bien. Je ne sais pas combien on était. Il y avait plusieurs baraques à Bergen-Belsen. Éloignés de ces cadavres, on nous avait avancé. On nous met dans le baraque. Mais on nous avait donné rien à manger, ni à boire. On attendait pour mourir. Et un soir, on ne sortait pas. On restait assis ou dans le baraque, ou avant le baraque. Il y avait des autres gens qui n'étaient pas de notre... nous, on était d'un côté. Chez nous, il n'y avait pas de coup. On était assez propre, on se lavait. Je ne vous avais pas dit entre parenthèses. Je portais ma robe de rayure. J'avais seulement 1 kilo et un maillot de corps, tout en rayure, oui. Mais comment vous expliquez comment, comme dans le camp avant que j'étais dans ces asers, on se lavait avec l'eau froide. On n'avait pas de savon. Je lavais tout ce que je portais en dessous, tous les soirs. Il séchait où? Il n'y a pas où sécher. C'est pour ça que je souffre maintenant. On a bien soirée, et je dormais toute la nuit pour sécher avec mon corps. Et le lendemain, c'était sec ou pas sec, je mis sur moi. Tout ça pour aller travailler le lendemain. Bon, je retourne. Ça, c'était avant. J'ai ajouté un petit détail. Là, après, on n'a toujours rien à manger. 1 jour, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Une nuit, il y a une parmi nous, une femme. On ne savait même pas, je ne l'ai pas connue, parce qu'on est 500 personnes, on ne connaît pas tout le monde. Je connais seulement celle-là qui était dans mon baraque. J'avais un petit baraque de 26 personnes, où il y avait d'autres qui étaient 40, mais il y a un baraque de 120 personnes, je ne sais pas.
J'étais dans un pays, on se connaît. Mais les autres baraques, je ne connaissais pas. On se voyait, on se rencontrait, mais on ne se connaît pas. Et une nuit, une femme commence à crier. Il s'est avéré qu'elle a accouché un enfant. Elle était enceinte quand elle a quitté le ghetto. C'était juste 9 mois qu'elle était enceinte. Et elle a accouché un beau garçon, un bébé. Même avec la faim et avec notre nourriture. Il y avait une femme sage-femme qui l'a mordu avec les dents, les cordons ombilicales. Elle a tout fait ce qu'il faut. Le bébé, on n'a même pas donné quoi. On a fait tout ce qu'il a. Quelqu'un a arraché une chemise ou quelque chose pour emballer le bébé. Mais la pauvre, elle n'a même pas quoi donner à manger au bébé. Elle n'avait pas de lait, ni rien. Et le lendemain, le matin, l'enfant pleure, il crie. Il y a une SS, elle a entendu un cri de bébé. Elle rentre. Vous cachez un bébé ici, comment ça se fait et tout ça? Donnez-moi le bébé. C'est un beau garçon, vraiment. Mais vous n'avez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je dis lait, je vais laver le bébé, je vais habiller, on va donner à boire du lait. Soyez tranquille, je vous emmènerai le bébé. Vous avez amené le bébé? On n'a plus revu le bébé. La pauvre, s'il aura accouché 3 jours plus tard, 3-4 jours plus tard, on était libérés. 3-4 jours plus tard. Bon, après, la libération. On n'avait pas mangé jusqu'à la libération. On était fermés. Et les Allemands sont partis. Ils nous ont quittés sans nous rien dire, on ne savait pas. Nous, on est restés assis. Moi, je pesais 26 kilos à la libération. J'avais plus de force à marcher. J'étais au bout de presque barbelé. Je ne pouvais pas avancer. J'étais assis. Et les Allemands, ils ont donné des carabines aux Hongrois, soldats qui étaient terribles. Et devant chaque porte de rentrée, ils ont mis des soldats hongrois. Si quelqu'un voulait s'échapper, qu'il tire. J'avais une copine, il y avait 2 sœurs magnifiques. Ils ont survécu et elle est sortie. Alors, comme ça, on nous avait, c'est déjà quand on a dit que les Allemands, on a dit ils ont fait déshabiller les filles. Et ils ont pris notre vêtement pour se déguiser en Häftling, en esclave, vous comprenez? Les Allemands, pour pouvoir échapper, ils se sont rasés les têtes et partis comme nous. À la place, l'autre, elle a laissé les vêtements allemands. Mais c'était pas grave parce qu'on se connaît. Imaginez-vous après, on nous avait signalé, déjà, on a passé, moi, quand on est téléphone, comme on dit arabe ou quoi, puis on a signalé, puis surtout quand on sera libéré, puis on serait libéré, on était déjà libéré, que les Allemands ne sont plus là, puis on ne se jette pas à la cuisine pour la nourriture, ni pour l'eau, tout est empoisonné. Il y a des gens qui n'ont pas voulu écouter, ils sont partis peut-être, ils sont morts tout de suite. Mais qui avait la force d'attendre encore. Moi, je n'avais pas la force d'avancer, ça me sauvait. Mais des autres qui ont eu la force, ils sont malheureusement morts. Même les Anglais sont venus. Il y avait les typhus, il y avait les dysenteries, il y avait des diarrhées terribles. Alors, ils ont pu faire rentrer pour attraper les typhus. Ils ne sont pas rentrés dans le camp. Ils ont seulement ouvert le portail. Ils ont amené des énormes tonneaux métalliques, je ne sais pas métalliques, avec des soupes. La soupe était épais ou gras, ou trop gras. Les gens, ils se sont laissés. On n'avait pas avec quoi manger. On n'avait pas de cuillère, même pas. On n'avait même pas. Nous, on est venus les 8 jours là. On n'avait même pas avec quoi boire ou manger.
On n'a pas parlé avec le maire, c'était chaud, il y a des gens qui sont brûlés, noyés dans la soupe. Il y a des gens qui arrivaient ramasser et partir, comme vous voyez là, qui volent, qui étaient plus forts. Il y avait des Russes aussi, il y avait tout le monde entier était libéré. Il y a des hommes et des femmes. Alors ils ont attrapé un tonneau, ils ont parti 2 personnes avec le tonneau, ils l'ont bu. Il y a d'autres qui l'ont bu énormément, ils sont trop mangés, ils sont morts le lendemain. Il ne fallait pas, il fallait savoir nourrir les gens. Parce que même Bergen-Belsen, qui moi je vous rencontre que j'avais rien à manger pendant 10 jours, il y avait d'autres, ma copine qui est là à Paris, il y a d'autres, qui étaient dans le même camp Bergen-Belsen, qu'ils ont eu même de l'eau pour se laver, et à manger et à boire. Alors chacun peut raconter autre chose. Chacun, ça dépend dans quel quartier de camp on était, dans quelle partie de camp, vous comprenez. Chaque a une autre vécu. Moi, ça c'est ma vécu. Alors là, on était libérés. Moi, j'avais pas. Justement, j'ai dit, ma copine, elle est partie parce que sa sœur, elle était très malade. Et elle voulait sauver sa sœur. Alors, le Hongrois, il l'a tuée en sortant de là. Elle est sortie. Il y avait des petites. Comment on dit, des petites. Oh là là. Des petites. Parce qu'il y a les gros de ceux. Où on ramasse le blé, comment ça s'appelle? Silo de blé énorme, oui. Mais là, les Allemands, ils ont fait des silos dans la terre, sous la terre, avec les pommes de terre. Des silos, ils étaient comme ça, extérieur, sous la terre, ils couverts avec la terre et la paille, vous comprenez, des silos. Ou de rutabaga, ou de betterave, différents silos. Oui. Et là, elle a trouvé, ma copine, qui est partie pour sa sœur, elle a pris dans la robe comme ça, elle a pris 4 rutabaga, et elle est contente, elle est là, et à la porte, les Hongrois l'a tuée. Et elle n'a pas réussi à arriver jusqu'à sa sœur pour lui donner. Et nous, on n'a pas pu attraper, on n'avait rien encore à manger. Il y avait des silos, moi j'ai une montre, moi j'ai une copine, une amie, une amie, il avait 3 sœurs qui sont survécues. Il y a une qui est tombée sur un silo de montres. Il y avait plein de montres, elle amenait plein de montres, il n'y avait rien à manger. Alors j'ai une montre que j'ai reçue, je vais vous montrer. Et il y avait d'autres. Moi, je n'ai rien eu, j'ai attendu que juste qu'on sera nourri, logé, nourri. On n'était pas tout de suite nourri, logé, mais les Anglais nous ont libérés. Il y a des Croix-Rouges, des Suisses qui sont venus, des Suèdes, plein de gens qui étaient malades. Il y avait des petits en Suède. Moi, si je touchais quelque chose à manger, je me suis remis, j'avais une force intérieure, j'avais la volonté, je voulais survivre pour tout prix. Je ne savais pas qui je vais, mais mon rêve était de survivre. Et petit à petit, on nous avait donné à manger, on nous avait amené, d'abord nous avait bien, parce qu'il y avait plein de poux, des gens avec les poux de là-bas de Bergen-Belsen, qui étaient tout le temps. Après, ils nous ont dit tout le monde désinfecté avec les DDT. Je ne sais pas, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est DDT, on a tous mis sur des douches et les DDT. Et après, on nous avait transportés dans les casernes, il y avait des Allemands avant. Pas dans les baraquements qui on était dans les Belges, on nous avait libérés. Et amené là-bas, on nous avait changé des habits, on nous avait nourris, on nous avait donné normalement à manger. Mais on n'avait pas de psychologue, comme ici on donne tout le temps, s'il y a un accident, il y a des psychologues, il y a tout de suite quelqu'un pour se tenir, pour aider. Nous, par exemple, si je voulais un morceau de chocolat, parce que UNRWA, il y avait l'organisation UNRWA, je ne sais pas si vous connaissez, ils nous donné des paquets à nourrir, il y avait les Nestlé, il y avait des jambons, il y avait des paquets pour manger.
où ils nous donnaient des soupes et tout ça. Mais si j'avais envie un morceau de chocolat, je voyais des autres prisons. Alors il faut que je lave des caleçons ou des chemises ou des habits des Anglais, des soldats anglais. Alors là, je touchais un peu un morceau de chocolat ou quoi, vous comprenez. Mais petit à petit, je restais 6 mois parce que je voulais le plus vite retourner en Pologne. Je rêvais de retrouver quelqu'un de ma famille. Mais malheureusement, ni moi, ni mon mari, on n'a trouvé personne. On nous avait obligés, je voulais aller en Pologne, je cherchais. On nous avait obligés, je ne voulais pas aller dans ma ville, je ne pouvais pas aller à ma ville natale, parce que la Pologne, elle a reçu une grande partie des Allemands. Oui. Et à l'autre côté, il faut donner en Russie. Mais les Allemands, ils ne demandent pas la Pologne de rendre comme on demande Israël de donner l'Allemand. Il est toujours occupé. Ils sont toujours les Polonais. On nous avait obligés, parce que moi, on avait un groupe organisé qui on s'est connu de notre ville, qui ont travaillé des années de Pologne. 50 personnes. Et on rentrait avec un grand camion militaire, vous savez, comme ça. Il n'y avait même pas où s'asseoir. On était debout, on était assis, on changeait de place dans les camions. Pour aller d'Allemagne jusqu'en Pologne. Et quand on arrivait, on nous avait mis dans une maison non occupée qui était libérée par les Allemands qui ont quitté la Pologne. On avait déjà où habiter. Chacun avait un paquet de 5 kilos de drap. Le lendemain, tout de suite, les Polonais ils sont venus. Nous avons tout volé, tout pris. On n'avait déjà pas, parce qu'il y avait aussi misère et la misère en Pologne. Il n'y avait pas encore assez tout de suite après la libération. Bon, ce qu'ils savaient après, j'avais aussi la misère. J'ai épluché les pommes de terre pour la partie, pour avoir une soupe. On ne nous avait pas donné facilement à manger après la guerre non plus, croyez-moi. J'ai travaillé dur petit à petit. Après, j'ai travaillé dans une maison. Je vivais comme l'a osé ici. J'ai appris, je suis après allée petite. C'était pas si facile. Je suis allée étudier, j'ai fait une école infirmière. Je suis allée à Varsovie. Donc, je travaillais pour le gouvernement, pour le ministère de l'Intérieur. Mais après ça a été. Et en 1950, je reçois, oui, je voulais vous dire, je trouvais une cousine à Częstochowa, là-bas où il y avait mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs. Il y a une cousine qui est restée. J'avais 3 jours de libre. Et je voulais aller la voir, apprendre. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être elle sait, quelqu'un est resté libre de notre famille. Elle m'avait raconté qu'on a pris tout le monde, malheureusement. Toute ma famille, sauf ma grand-mère, qui était assise sur la chaise comme les... Parce que ma mère, elle habitait au rez-de-chaussée. Ils sont rentrés dans notre maison, les Allemands, pour faire tout le monde sortir. Ma mère et les enfants, tout le monde, et mes tantes qui sont allées là-bas vivre. Tout le monde est sorti, ils ont ramassé, soi-disant à Treblinka. Ma grand-mère, elle a dit, moi j'irai pas, je reste ici. Alors ils l'ont tuée sur la chaise. Elle n'est pas partie, ma grand-mère. Et comme ça, je sais qu'ils sont probablement à Treblinka. Mais je ne sais pas sûr, je ne sais pas où ils sont. Et pour aller en Pologne, je vais vous rendre à Częstochowa. J'avais aussi un passé d'antisémitisme polonais. Puis les Polonais étaient très, très antisémites. Ils ont dit quoi? Quand je suis allée, encore avant, après, comme il y avait les découvertes des monuments de ghetto de Varsovie, on était pas mal de monde entier, les délégations sont venues. Et on marchait comme ça. Alors ils disaient les Polonais, quoi? Ils ont dit qu'ils ont tous tué. Il y en a encore tellement comme ça sont restés. Il y a tellement qui sont restés. Bon, mais moi, on pouvait y aller, les trains, ils marchaient tout doucement. Il n'y avait pas de train encore.
Je voulais voir ma cousine le plus vite possible, qu'elle me raconte comment, où est ma famille. Elle aussi, on lui a pris une petite fille de 5 ans, elle était tuée aussi. Et je voulais prendre le train, j'ai pris le train. Et j'ai eu les 3 jours, c'était juste tombé le Noël. Jour de Noël, jusqu'au jour, 8 jours j'avais, de Noël jusqu'au Nouvel An. Et c'était juste le Noël que j'ai pris le train. Il n'y avait pas de lumière dans le train, le train marchait doucement. Et les Polonais, s'ils ont eu des Juifs dans le train, ils jetaient ils tuaient les Juifs, ils les jetaient par la fenêtre. Ils tuaient tous les Juifs qu'ils retrouvaient après la libération, même si on aurait venu, ils sont reconnus des Juifs, parce qu'ils ont peur qu'on va ramasser, ils voudraient reprendre tout qui n'est pas retenu. Et je suis dans le train. Il n'y avait pas de place, il était bourré le train. Il y avait plein de Polonais. Et moi, je parle très bien polonais, sans accent, je ne suis pas tout à fait typiquement juif. Quand le premier regard, il faisait obscur, il ne savait pas. Il y a une femme, elle me dit, assis-toi sur mes genoux parce qu'il n'y a plus de place. J'étais mince, j'étais toute... Et je me suis assise sur ses genoux. Mais à minuit, il faut chanter les chansons pour Jésus. Et moi, je connais seulement, je ne sais pas si quelqu'un est polonais, connaît Bóg się rodzi, Bóg się rodzi, il est né le divin enfant. Oui, et quelque chose comme ça. 2 phrases, je connais. Et je chantais bien avec la mélodie. La 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 la. Elle dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la la la? Tu ne connais pas les paroles? Oh, je dis ça va. S'ils apprennent que je suis, ils ont sorti leur papier avec la nourriture pour fêter les naissances de Jésus, tout ça. Et moi, je fais oui, j'ai tellement mal au ventre. Et je me suis fait noir. Ils ont allumé des briquets ou des bougies, il n'y avait pas de lumière. Et je suis partie tout à fait au fond de l'autre train. Je me suis cachée. Sinon, ils m'auront tué. S'ils ont su que je suis juive, ils m'auront tué. Bon, qu'est-ce que je vous raconte encore? Vous avez des questions? Après, je vous raconterai s'il y a le temps après la guerre. Ça déjà après la guerre, oui. Alors après ça, comment tu es arrivée en France? Oui, c'est très bon, oui, après en France, c'est très bien. J'ai commencé, tu vois, tu n'avais pas été, en 1950. J'ai commencé en 1950, personne ne m'avait aidé, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas 30 ni 50 ans ou 40 ans comme vous, et je commence à voir la grillère, hein, j'oublie. Ils me disent, mes enfants, que je dois mettre des oreilles, que j'entends mal. Alors, il faut s'adapter à ça. Alors, imaginez-vous qu'il y a 1950, cette cousine, elle a reçu une lettre de sa copine qui était ici en France pendant la guerre. Et cette copine, elle a connu mon oncle, son grand-père. C'était le frère de ma maman, le seul être resté vivant de toute ma famille. Le seul être. Qui s'appelait hein? La copine, elle s'appelait comment? La cousine. La copine en France, c'était qui? Elle habitait pas loin, Goli? à Belleville. Non, pas Goli, pas Madame Goli. Je ne me rappelle pas. Peut-être ça va me revenir. Elle habitait à rue Belleville. Au début, rue Belleville, à gauche de la maison, je vois la maison, je suis montée chez elle. Parce qu'elle était la seule, parce que cette femme, mon oncle, malheureusement, était aveugle. Il ne savait pas, il savait écrire, mais il était aveugle, il ne pouvait pas écrire. Il faut m'écrire les lettres en polonais. Et il ne savait pas, parce qu'il a quitté la France, la Pologne très tôt, avant pour pas, parce qu'en Pologne, à l'époque, on envoyait en Russie, je crois, comme le père il est né, il
avait 18 ans, il devait aller au service militaire. C'était l'occupation russe qui en envoyait en Russie pour 25 ans de service militaire. Alors les hommes ne voulaient pas, pour le faire de pas aller au service militaire, il a quitté la Pologne. Il y avait beaucoup de cousins, une groupe de cousins qui se sont mis ensemble, ils sont partis en Allemagne, travailler dans le mines avant la guerre, non le mines, et après sont venus en France. Oui, c'est ça, 1920-1922. Ouais. Et alors, cette femme, elle écrivait chez moi les lettres en polonais. Moi, je répondais à elle. Elle traduisait en français à mon oncle. Alors, mon oncle, il voulait absolument que je vienne le voir. Et moi aussi, je voulais voir mon oncle. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille. Et alors, bien sûr, j'ai travaillé dans un hôpital pour les personnalités les plus haut placées, pour soigner les personnes les plus haut placées du gouvernement polonais. Alors chaque fois je demandais une permission d'aller voir. Je dis, j'ai seulement un oncle, laissez-moi voir mon oncle. Je voulais partir comme touriste. Il voulait faire connaissance de la famille de mon oncle et sa famille. On m'avait refusé. Je ne pouvais pas quitter la Pologne. Et j'ai encore 3-4 fois, on m'avait refusé. Je ne pouvais pas partir. Alors je trouvais un type qui était très haut placé, un juif, qui connaissait le ministère d'Intérieur, parce que j'appartenais au ministère d'Intérieur, et il a supplié qu'on me laisse partir. Et lui, il a garanti pour moi que je vais revenir. Bien sûr que je ne vais pas revenir, mais j'ai eu qu'on ne lui a rien fait de mal. Il n'avait pas eu de mal à cause de moi. Ça, j'avais la conscience tranquille. Et je suis restée, bien sûr, et je fais connaissance de ma cousine, sa maman, et ses enfants, et ses enfants, des petits-enfants, c'est la petite-enfant de mon oncle. Et j'étais chez eux accueillie, grâce à eux, je suis là en France. Et je puis retourner en Pologne. Et c'est-à-dire aussi, je ne savais pas un mot français. La France, elle ne voulait pas accepter mon diplôme polonais. Il faut d'abord faire le bac, tout ça. Mais je devais travailler parce que ma cousine, elle n'habitait pas à Paris. Elle habitait d'abord à Saint-Mamet et après à Fontainebleau. Moi, je voulais chercher du travail là-bas, je ne pouvais pas, je voulais venir à Paris. Alors mon oncle, il avait un petit appartement dans le 13e. Il m'avait donné cet appartement. Et là, j'ai commencé à chercher du travail. Le premier travail, c'était dans une colonie juive, Corvol, de Bund. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Oui. Et j'étais infirmière dans les colonies de Corvol. Et là, pendant 2 mois, j'étais tranquille. J'avais quoi manger, j'avais où dormir, j'étais à la campagne. Très bien. J'avais pas besoin, mais j'avais toujours quelqu'un qui parlait yiddish pour traduire pour les enfants. C'était bien. En revenant, je retourne toujours chez ma cousine parce que j'avais pas encore aucun travail. J'allais avec mon oncle chez un, chez l'autre, je cherchais du travail. Très, très vite. N'importe quoi je voulais faire. Mais j'allais dans des institutions juives. Je ne vous parlerai comment je vis en Pologne, ça je vous raconte en France. Je suis allée dans une institution juive, Kojasor, on a dit que là, on va m'aider. Bon. Je suis arrivée à Kojasor parce qu'avec moi, je ne suis pas arrivée toute seule. On était aussi un groupe de réfugiés polonais qui sont arrivés en même temps que moi. On s'est construit un groupe pour ne pas être toute seule. Et on se rencontrait tous les soirs au café à Place République et tout ça. Et on racontait nos misères
tu as déjà du travail, tu n'as pas de travail, tout ça. Et en parlant comme ça... Thérèse, tu n'as pas pensé à écrire un livre, à te faire aider? C'est vrai. Tata Gabi, toi, tu vas l'aider à écrire le livre. Ah oui, il y a des cas où tu connais l'histoire. Je vais faire. Maintenant, quelqu'un va Non, faire. je te jure, tes souvenirs, rien que pour Moi, la je trouve famille, Gabi, pour tout elle le monde, devrait, quoi. elle tape bien, elle rédige C'est- bien. Bon, alors si vous avez des questions d'abord, parce que moi, je Ah, me moi, suis j'ai une trop- question encore, une dernière. Répète, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Comment tu as rencontré Mario? Ah, Moi, je le sais. Mais ça intéresse c'est à toi, intéressant je vais pour te les raconter autres. ça. intéresse pas. Je vais faire. Hein? J'ai en fait deux questions. Oui. Pas sur la période en France, mais sur la période où vous étiez à Loches. Je vais te dire après. Qu'est-ce qu'au ghetto de Loches on savait ce qui se passait pour les Juifs de Pologne? Et l'autre chose, c'est dans le ghetto de Loches, c'était un cas particulier avec Chaim Krokowski. Comment ça se passait un peu? Dis-moi. Il veut savoir à nouveau dans le ghetto de Lodz, qu'est-ce que vous saviez exactement de ce qui se passait à l'extérieur? Rien du tout, je vous avais dit que les ghettos de Lodz étaient hermétiquement fermés. Il n'y avait pas comme à Varsovie. Personne n'a rentré. Si quelqu'un avait les radios, c'était des affiches, tout le monde doit rendre les radios. Ici, on trouve quelqu'un avec la radio, on va tuer. Tout était sous le menace de la mort, on était toujours sous la menace, on va envoyer en transport, vous comprenez? On ne savait rien, rien. Maintenant, je vous donne un exemple. Oui. Merci. Je vous dis quelque chose de très important que j'ai appris après la guerre. Oui. Notre président, le roi des ghettos, qui avait tous les droits, il avait, je lis maintenant un livre, vous savez, moi je voyageais avec une salonka, parce que j'avais une salonka, vous savez. Un salon, est-ce que ça veut quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est un salon dans le train? Qui ça existe, les salons individuels pour les grandes personnalités? Les trains, oui. Moi j'étais dans un salon, mais pas dans la Auschwitz. En Pologne avec une autre personnalité, je suis allée quelque part, accompagnée comme infirmière. Mais Rumkowski, notre roi, Rumkowski c'est notre roi, le président du ghetto de Lodz. Lui, il dirigeait tout le temps. Et pour les derniers transports de Lodz, le ghetto est parti le 29, je crois, septembre. 29 ou 30. C'était le dernier transport. Et là, on a ramassé tous les gouvernements du ghetto, les hautes personnalités, tout le monde liquidé, parti, sauf les 800 personnes qui sont restées pour nettoyer. Et Rumkowski, Bibov était là, l'Allemand, que je vous avais dit qu'il dirigeait avec les ghettos qui étaient par-dessus de Rumkowski. Et Bibov dit à Rumkowski, si tu veux, tu peux rester ici avec les 800 personnes et tu vas diriger un corps avec ces gens-là pour que ce soit la discipline, pour que ce soit l'ordre, qui sera le chef de eux. Bon, d'accord. Mais mon frère aussi avec sa mère. Moi et ma femme, et mon frère avec sa femme. A dit non, Bibo, seulement toi. Alors la preuve, que je crois qu'il ne savait pas où on envoie les gens, même Rumkowski. Parce qu'il aurait pu rester, il a pu sauver sa peau. Parce que tout le monde dit qu'il a fait pour sa gloire, pour sa... Alors s'il voulait se sauver, il aurait pu sauver sa peau et rester avec tout le monde parce qu'ils sont restés vivants dans les ghettos, les 800 personnes. Et lui, il a voulu, il est allé avec son frère, il était brûlé vif. Les gens des ghettos qui l'ont rencontré, ils ont eu sur lui que lui, il est fautif de tous les malheurs. Et mon avis n'est pas, moi je crois que lui, grâce à lui, Bibo m'en a tiré le plus longtemps possible. J'aurais pu partir au gaz aussi. C'est pas, mais le plus longtemps j'ai vécu dans le ghetto de Lodz jusqu'au 44 août.
Ça, c'est... Qui a une question? Oui. Un peu la même question. Est-ce que les Allemands, finalement, savaient également ce qui se passait? C'est quoi? Est-ce que les Allemands Savaient quoi? savaient ce qui se passait pour les Juifs après? Sûrement. Bibov, sûrement. Bibov, ok, mais les autres. Mais comment je peux savoir? Je n'ai pas eu contact avec les Allemands. Sauf là-bas à Hambourg, je vous l'avais dit. À Hambourg, quand on nous avait conduits dans le rue à Hambourg, on marchait, son chez son bien. Et quand il y a quelqu'un qui osait demander au SS, qui c'est? Il ne voulait pas répondre, mais certains avec fierté, ils disaient, c'est des prostituées, c'est des criminels, c'est des politiques criminels, c'est tous, vous comprenez, qui le plient pour se dégoûter de nous. Ils disaient les plus mauvaises choses, c'est nous, vous comprenez. Si quelqu'un dans le train, je passais souvent en train avec le mélangé avec les vrais Allemands à Hambourg. On passait dans le train normal, on n'avait pas droit. Mais ils n'ont pas eu de situation, ils nous avaient mis là-dedans avec les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un enfant, il a demandé à sa maman, maman, qui est-ce? Alors, les Allemands, ils répondaient les plus mauvaises choses pour nous. Qu'on est des prostituées, des criminels politiques, des criminels malfaiteurs et tout ça. Mais ils ne savaient pas forcément. Les Allemands, ils savaient. Pour les camps. Sûrement, ils savaient. Ils savaient déjà. Et ils savaient. Mais vous ne savez pas, vous n'avez pas vérifié, mais il y avait quand même beaucoup d'Allemands, des grands chefs, des grands barons, même avec les fonds, avec les titres particuliers, qui sont partis, ils étaient tués parce qu'ils ont fait contre Hitler. Ils étaient contre. Il avait beaucoup, mais ils voulaient qu'ils soient plus Ce qui est quand même surprenant, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est surprenant, c'est que évidemment personne ne savait. Si tout le monde le savait, Ou tout le monde savait. Les ghettos de Lodz. Vous savez, dans les ghettos de Lodz, on ne savait rien. Mais je lis un livre maintenant que les ghettos de Varsovie ont 42, pourquoi ils ont fait la révolte. Ils voulaient, mais ils n'ont pu faire la révolution, parce qu'ils ont eu des contacts avec les Polonais, qu'ils ont montré les ammunitions, mais les ghettos de Lodz. C'est pour ça, eux, ils savaient, les ghettos de Varsovie, qui on va à Treblinka envoyer, mais nous, les ghettos de Lodz, on savait littéralement rien. c'est exactement ça. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous répondiez à la question de madame. Pour votre mari, comment vous l'avez Moi, ce qui m'intéresse, Je vous donnerai une réponse que je cherchais toujours un mari qui était aussi déporté. Je ne voulais pas me marier avec quelqu'un qui n'était pas déporté, si c'est possible. Alors je cherchais, jusqu'à ce que je trouvais quelqu'un qui était aussi déporté, qui a souffert la même chose que moi, parce que des cauchemars existent jusqu'aujourd'hui. Je ne dors pas les nuits, il n'y a pas une nuit entière que je dors bien. Je cours, je me cache, je m'évade, toujours, jusqu'aujourd'hui. Et je vais raconter, je vais que vous tous vous raconter à tout le monde, parce que je suis très en colère avec les dernières forces de mes forces que je viens pour parler pour les écoles, pour les étudiants. Pourquoi? Parce qu'il y a des négocionnistes qui disent jusqu'aujourd'hui que ça n'a jamais existé et que ça n'existait pas. Alors je veux que vous racontez, j'ai dit aux enfants, aux petits-enfants, à votre arrière-petits-enfants que ça existait. Vous avez entendu quelqu'un qui est vraiment passé par là. À vos voisins, à vos collègues. À tout le monde, à tout le monde. Ça, j'ai dit à tous les enfants. Et c'est grâce à ça que j'ai encore un peu de force pour raconter. Oui. Est-ce que votre famille était pratiquante? Et si c'est le cas, est-ce que vous croyez encore en Dieu? Quoi? Est-ce que ta famille était pratiquante? Ta famille était pratiquante? Ma famille, mon père était très, très pieux, très pratiquant. Mes grands-parents aussi. Mes oncles, un peu moins, mais aussi. Moi-même, pas trop. Après tout ça, vous ne pouvez pas voir que je crois où il était le pauvre.
Lui, il était, mais moi, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas senti où sont tous mes frères, mes sœurs, et toute ma famille, à mon mari. Mon mari, il n'y a personne. Et moi non plus, je n'ai personne. Heureusement que, avec ma force, je réussis à faire seulement un enfant qui est là, qu'elle m'avait donné, heureusement, 4 petits-enfants avec mon gendre. Mes petits-enfants, c'est tout qui notre famille va un peu peut-être renouveler. Le judaïsme va vivre encore. Parce qu'il voulait supprimer tous les juifs du monde entier. Encore des questions? Elle n'a pas entendu, elle n'a pas entendu. Je vais vous poser une question. Elle a répondu. Hein? Elle a répondu. C'est tout? Pas de questions? Et vous avez quel âge aujourd'hui? Ah, aujourd'hui aussi? À l'époque, j'avais 14 ans. Faites les comptes. Vous savez la mathématique?